Il sonne 11h en cette journée du jeudi 23 juillet 2020. Nous sommes heureux de nous connecter sur vous. Vous qui êtes à Dapan sur Radio Courtoisie, à Bassa sur Radio Daoul, à Niamtougou avec Radio Sama FM ou encore à Sokoré sur les ondes de Radio Centrale FM, à Neho ici avec Radio Lumière, naturellement, la nouvelle génération, la 93.5 FM. Nous nous connectons aussi avec vous qui nous écoutez un peu partout en Asie, en Europe, dans les Amériques, dans tous les océans, grâce aux radios partenaires Radio Gameli et Bonne Radio également sur l'application Canal FM. Merci de nous voir sur la chaîne YouTube, aussi bien en son qu'en image après l'émission. L'émission que réalisent Vitogbe Koko Michel Tomenga et Géraud Dakoucha. Émission que nous co-animons avec les confrères ici au studio. Jean Legrand Polorini du journal Canal D, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à toutes et à tous. Ambroise Yao Ponjo du journal The Guardian. Oui, bonjour Sas, bonjour tout le monde. Je voudrais profiter de l'occasion pour placer ce mot-là par rapport à ce qui s'était produit la dernière fois à Didogomé-Komégan. On avait dit que c'était des dealers ou des vendeurs de drogue que les forces spéciales étaient venues chercher. Nous avons même fait un article ce matin en disant que ce n'était pas des dealers, c'était un vendeur de carburant qui a fait l'objet d'une traque de la police et qui a dégénéré et qui a conduit au traumatisme des enfants. Donc j'ai voulu replacer ce mot-là ce matin. Merci. Retour sur l'information à chaque fois que de besoin. Maglo Teko Kenvi de Flambeau des démocrates, bonjour. Bonjour Sas, bonjour chers confrères autour de la table et bonjour à tous. Celui qui nous dresse la nouvelle tribune, c'est Elam Atichogbe, bonjour. Bonjour Sas, bonjour Canal FM. Et maintenant nous accueillons le grand chef traditionnel, Kabie Tchocho Biazma Michel. Lafia Sas, bonjour aux confrères ici présents et puis bonjour aux auditeurs de Canal FM. Auditrices s'il vous plaît. Auditrices également. Voilà, le décor est planté. Nous allons aborder aujourd'hui les incidences économiques de l'épidémie de la Covid-19. Nous allons aborder également diverses questions de sécurité, aussi bien des hommes que du grand public. Et puis la gouvernance politique au Togo et dans un certain nombre de pays de la sous-région. Voilà ce qui va nous occuper jusqu'à 12h. Et à partir de ce moment-là, vous entrerez en ligne. Nos deux lignes n'ont pas changé. Le 22 20 19 68 ou bien le 22 21 33 74. Merci pour rester sur l'un ou l'autre sujet que nous aurons abordé et également aborder toutes les questions pour que l'émission soit d'autant plus riche. C'est une tradition, nous ne dérogeons pas. La pensée du jour. Si je vous dis, on peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. Sûrement que les plus âgés vont se rappeler un certain Ayao Tavio Amorin, le leader du Parti socialiste panafricain, l'un des acteurs clés de la conférence nationale souveraine que le Togo a connue en juillet et août 2011. Mais Yao Tavio Amorin, qui a été arraché si brutalement à notre affection, c'était le 23 juillet 1992. Yao Amorin venait de rendre visite à un parent au quartier Tocoin-Bonvier et dans la nuit, il a été atteint, mortellement criblé de balles. Il a été évacué au CHU Lomé-Tocoin, évacué plus tard sur Paris, mais il ne survivra pas. Et le 29 juillet, Yao Tavio Amorin rendit l'âme. Il avait 34 ans. Les plus aînés se rappellent de toute la passion, de toutes les émotions qu'on pouvait sentir ici à Lomé. Ça fait 28 ans qu'il a été
blessé et dans quelques jours, ça aura fait 28 ans donc que Ayao Tavio Amorin nous a quittés. Malheureusement, jusqu'à ce jour, je ne sais pas si les circonstances exactes de cet assassinat, de ce crime ont été élucidées. Ambroise? On avait appris en cette période-là que d'abord, au départ, c'était un fou qui avait tiré. C'était à Tokoin-Bonvier ici. On a retrouvé la carte d'un agent d'un corps habillé. Je crois que c'est Tokofai, quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'on nous avait servi. Mais au-delà de tout, aucune enquête probante n'a jamais révélé le véritable commanditaire et le vrai assassin de cet homme illustre togolais qui est mort dans la fleur de l'âme et qui est aujourd'hui regretté. Et donc je crois que c'est un combattant de première heure de la liberté. Tu l'as si bien dit qu'il est l'un de ceux-là qui ont meublé la conférence nationale, même si cette conférence n'a pas connu d'issue que les Togolais auraient voulu avoir. Je crois que ça renvoie aussi à un certain Atuti Agbobli qui, le 15 août aussi, ça fera 12 ans qu'il a été fauché, et on vous dira que c'est juste un fou. Donc il y a tellement de fous dans ce pays qui tuent allègrement et impunément, et dont on ne trouve jamais les assassins. Donc moi je dis toute ma compassion à la famille Amorin et à tous les combattants de la liberté, que tôt ou tard, la liberté, on l'aura en grande totalité et l'alternance viendra dans ce pays. Merci. Paix éternelle à Ayao Tavio Amorin et à tout ce que nous avons perdu de façon brutale et dont les circonstances n'ont jamais été éclaircies. Le confrère David Bruce, qui est disparu à jamais, ça fait une trentaine d'années, et il y a 12 ans, feu à Touché Joachim Agbobli, avec qui j'ai travaillé à son journal Afrique Hebdo, d'autres disparitions. Gaston Aidé, le député du CAR, toutes ces disparitions qu'on n'a jamais éclaircies. Paix à leurs âmes. Alors, est-ce qu'il faut craindre aussi pour la sécurité d'un ami, d'un confrère, Ferdinand Vincent Haïté? Qu'est-ce qu'il en est? Liberté, qui écrit ce matin à la page 6, menace sur le journaliste Ferdinand Haïté, l'association des victimes de la torture au Togo, qui interpelle le ministre de la Sécurité et le procureur de la République. Il y a aussi le perroquet qui écrit, lui, à la page 3, l'affaire Adjakli contre Journal Alternative. En entendant le procès, le perroquet écrit les précautions que doit prendre Ferdinand Haïté. Alors, c'est quelque chose qui circule comme ça. L'homme a dit il se sursure ici et là que Ferdinand Haïté ferait l'objet de menaces d'intimidation. Êtes-vous un peu au courant? Oui, c'est vrai que depuis hier ou depuis quelques jours, plus précisément, on a quand même eu l'information également. Et le confrère lui-même a eu à publier sur sa page Facebook un commentaire, ensuite un appel qu'il a reçu d'une personne ou d'un individu. Et bon, je pense que ce n'est pas aujourd'hui le moment de menacer un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, si tant est que la famille incriminée dans le scandale veut laver son honneur. Je pense qu'elle a déjà déposé plainte contre le confrère, et ce n'est pas la peine d'armer des amis pour soit faire des attaques médiatiques comme l'a fait un certain député il y a quelques jours, soit appeler directement le confrère pour se plaindre d'une situation. Il y a quand même un scandale qui a éclaté, et je ne crois pas avoir lu dans ce dossier qui a été publié le nom de tous les membres de la famille. Il s'agit notamment de 2 personnes qui sont quand même incriminées, le père et le fils, dans ce scandale. Et donc, si tant est que la famille tient à laver son honneur, et comme elle a déjà déposé une plainte à la justice contre le confrère, on va attendre tranquillement le 12 août pour savoir de quoi il en retourne. Parce que jusque-là, les concernés n'ont pas encore fourni le moindre début de preuve par rapport à cette investigation. Et jusque-là, l'opinion continue d'attendre les contre-informations dont dispose la famille pour se défendre. Parce que, au-delà de tout, c'est la presse qui fait son travail. La presse fait son travail d'analyse, d'investigation, d'information. Et il revient maintenant à cette famille de pouvoir fournir ou de dire
qu'elle n'en est pour rien. Donc, je pense qu'on attend vivement le 12 août, on attend ce procès pour savoir de quoi il en retourne. Eh bien, pour l'essentiel, l'alternative, comme d'autres journaux qui ont ouvert ce qu'il est convenu d'appeler le Petrol Gate, affaire qui accuse ou bien qui révèle que les Adjakli, le père et le fils, auraient détourné autour de 500 milliards de francs CFA sur une douzaine d'années sur le dos du contribuable togolais. Le fils Adjakli qui a porté plainte à la justice. L'audience aura lieu le 12 août. Ces derniers jours, on apprend que le même fils Adjakli aurait approché la HAC pour une autre plainte. Mais la HAC lui aurait répondu que, comme la plainte est déjà à la justice, il faudra suivre ce circuit. C'est là qu'on en est, qui circule que des menaces pèseraient sur le confrère en ce moment. Et Ambroise, votre journal The Guardian, vous montrez solidaire avec l'alternative et son directeur de publication. Absolument. Je crois qu'on a été, tout comme même Ferdinand même l'avait dit, on a été les premiers à révéler qu'il y a un bunker au ministère du Commerce qui avait cette histoire-là de partage de 500 000 francs à chaque réunion en 2016 plutôt, avant que Ferdinand ne vienne creuser le trou pour aller découvrir la racine. Donc aujourd'hui, la racine découverte crée des problèmes et d'insomnie à beaucoup de gens, pas seulement aux Adjakli ni à leurs vassaux, dont l'un est venu la dernière fois à la télé raconter tout ce qu'il y a comme sa vie. Et ensuite, il y a des ministres qui sont impliqués dans ça. Il y a des barons qui sont impliqués. Parce que ceux-là qui assistent à la réunion, selon le décret-là, qui assistent à cette réunion, à chaque finition de réunion, ils partagent 500 000 francs. Ça, on l'avait révélé en 2016. Maintenant, le monsieur dont nous parlons dans notre journal ce matin, il est venu faire une opération de saupoudrage et d'enfumage à la télévision la dernière fois, tout comme pour disculper ou comment on l'appelle, disculper la famille Adjakli, comme quoi il n'y a rien. Et le mal, c'est qu'il est actuellement le coordonnateur par intérim, celui qui a remplacé M. Adjakli. Donc, il a déclaré des choses qui laissent tellement de zones d'ombre et tant de questionnements. Et dans le journal, on s'est posé beaucoup de questions. On vous dit qu'il y a une société de droit privé qui est conseillée au gouvernement à travers le comité pour pouvoir commander le pétrole. Et bizarrement, c'est la même famille qui a créé cette société. On n'a pas lancé un appel d'offres. L'État n'a pas cherché à créer une autre structure pour pouvoir se greffer autour du comité pour commander le pétrole. C'est la même société qui s'est greffée et on nous dit que c'est le trader qui a demandé à ce que cela soit fait. Qui vous dit qu'il n'y a pas eu de deal entre le trader et la famille Adjakli pour créer cette société-là au profit des deux entités. Donc il y a tellement de zones d'ombre qu'il n'a pas eu à élucider. Et il a aussi mis dans son ouf le journaliste, l'un des meilleurs journalistes présentateurs de Togo, Gerson Dovo, dans cette histoire. Et je serai là-bas, et il ne peut même pas respirer parce qu'il y a tellement de questions. Donc le monsieur a laissé tellement de zones d'ombre. Et il se cherchait même beaucoup de questions. Il se cherchait et qui a donné à l'opinion qu'il y a un problème. Des questions auxquelles nous recherchons vivement des réponses de la lumière et vivement que l'audience s'ouvre le 12 août prochain. Et on commencera à comprendre certaines choses. The Guardian l'écrivait tantôt, le coordinateur par intérim du CSFPP était à la télé, à la TVT. Il a fait donner ses explications, mais il a également dit que le ministre du Commerce aurait instruit un audit du secteur des pétroles. Et Jean-Le-Grand Polorini, votre journal, vous demandez si cet audit du CSFPP est un simple effet d'annonce ou bien si il y a une volonté réelle au plus haut sommet de l'État de découvrir toute la lumière dans le Petrol Gate. Bien entendu, ça c'est la question que le commun des Togolais se pose actuellement. Parce que cette affaire vraiment a défrayé la chronique depuis quelques semaines. Continue de défrayer. Et continue, j'allais le dire. Vous voyez un peu ce scénario. Il y a quelques semaines, le confrère en question sort une analyse qui éclabousse beaucoup de personnes. Il y a un silence radio. C'est après d'autres semaines que un membre du CSFP dit qu'il porte plainte contre le journaliste. Et dans la foulée, quelques temps plus tard, le nouveau coordonnateur, qui est en quelque sorte, selon les révélations du journal, le troisième homme fort du système mis en place par les présumés coupables, vient à la TVT
et à travers certaines gymnastiques tente de situer l'opinion et il essaye de donner bonne conscience que le CSFP n'a rien à se reprocher. Et en même temps, on annonce un audit que le ministère du Commerce va diligenter. Mais nous posons la question de savoir, avec un système bien huilé, comme le confrère l'a si bien dit, comment est-ce que les mêmes personnes qui sont incriminées vont en même temps demander un audit? Si l'audit n'est pas indépendant, est-ce qu'on est sûr d'avoir les vérités que nous voulons avoir? Parce que les Togolais aujourd'hui se disent, mais il y a de cela 7 ans, un Premier ministre nous a dit que personne ne gardera par devant lui les comptes de la CAN. Aucun sou ne sera gardé. Aujourd'hui, on est en 2020. Est-ce que nous avons eu les comptes? Je nous laisse tous répondre. En 2017, 600 millions ont disparu. Jusqu'ici, on a eu la route Lomé-Enfant-Vegan, 25 milliards. Si on n'a pas pu donner les noms, on n'a pas pu arrêter toutes ces personnes-là, et les gens circulent allègrement, qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui, à nous les Togolais, que cet audit-là va donner quelque chose de bon? On nous a dit que la police s'est saisie du dossier, a transmis cela au procureur de la République. À ce jour, rien ne fuite. Nous sommes toujours dans l'incertitude. Pourtant, des sources proches du dossier, je vous dis, qui traitaient ce dossier, nous ont confirmé que si le chef de l'État veut creuser dans ce dossier, des têtes et pas des moindres vont tomber sur le tronçon de la route Lomé-Enfant-Vogan. Jusqu'ici, on ne sent rien. Et le chef de l'État ne semble pas vraiment être décidé à finir avec ces braqueurs de la République qui ont pris le trésor public comme leur épicerie familiale. Vous voyez ça? Et dans cette optique, on veut que les Togolais soient là, qu'on gobe tout ce qu'on nous avance. Mais aujourd'hui, les gens sont déçus, les gens sont un peu sceptiques. Et c'est tout ce que les gens disent que nous avons porté tout haut. Vivement que cet audit commence véritablement et que ces résultats soient rendus publics et que la plupart des Togolais qui sont des Saint-Thomas trouvent matière à démentir qu'au sommet de l'État, on est véritablement décidé à combattre la corruption et les malversations. Mais Jean le Grand employait tantôt un mot, les braqueurs de la République. Je ne les connais pas, mais par contre, les braqueurs qui opèrent sur les routes, nous les connaissons. Et il y a quelques jours, c'était le gouvernement par le ministère de la Sécurité et sa collègue des infrastructures en charge des transports qui nous l'ont dit. En 6 mois, du 1er janvier au 30 juin dernier, le Togo a connu 33 braquages, 21 vols à main armée, 16 cambriolages, pour un total de 86 milliards de francs CFA emportés. Les principales victimes de ces attaques-là, c'est les commerçants, les femmes et les hommes d'affaires, raison de sécurité. Et puis, la route togolaise aussi, qui continue toujours à tuer. Michel Tchadia, dans votre parution, voilà les vainqueurs, vous êtes revenu sur ce bilan. À 6 mois de cette année 2020, les chiffres se conjuguent encore en centaines. Vraiment, c'est regrettable de continuer toujours à pleurer les morts et à souhaiter bonne guérison aux blessés. Il va falloir à un moment donné que tout le monde prenne conscience, parce que la situation n'est pas du tout reluisante selon les chiffres publiés récemment par le ministère de la Sécurité. Des centaines de blessés avec des morts et tout. Je pense que aujourd'hui, il revient d'abord à tout un chacun de prendre au sérieux les recommandations du ministère de la Sécurité par rapport aux dispositions qui ont été prises pour essayer de nous aider à mieux nous protéger, notamment le port de casque, comment l'appelle-t-on, le port de ceinture de sécurité, le fait de ne pas prendre de l'alcool lorsque on a envie de prendre son engin, etc., etc. Nous devons quand même aider les responsables sécuritaires du pays à faire en sorte que ces chiffres-là baissent d'une manière drastique. Nous ne devons pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut nous arriver aussi. Donc, si chacun à son niveau fait un effort, je pense avec tout ce qui est fait comme mesure au niveau des responsables sécuritaires, nous pourrions nous en sortir. Je voulais revenir un peu par rapport au dossier qu'on peut appeler Adjakli, parce que tu sais, ça c'est généralement les insultes, les menaces, c'est l'argument des fainéants.
Parce que si vous avez des arguments bateaux, vous êtes serein, vous allez attendre. Si on a assigné Ferdinand Haïté en justice avec son journal et que la date a été fixée, je ne vois pas pourquoi les gens vont aller le menacer. Si les gens le menacent, c'est que quelque part ils sont actuellement au tribunal déjà de leur conscience. Ils se rendent compte que la bataille sera rude. Ferdinand n'est pas n'importe qui, il ne raconte pas n'importe quoi. Et donc, il faut quand même que ceux qui sont dans ces dispositions de menacer, de raconter de n'importe quoi sur le journal alternatif et de son directeur, je pense qu'ils perdent leur temps. Et puis, j'allais dire, aujourd'hui, peut-être les Togolais en prendront, en tout cas comprendront mieux si vraiment procès il y a, parce que cette société dont vous parlez, une société dont le capital ne dépasse même pas 10 millions et qui commande des milliards de chiffres d'affaires. Dont le capital ne dépasse même pas 10 millions. Vous voyez, je ne suis pas économiste ou gestionnaire, mais... Michel, vous l'avez dit, attendons que l'audience s'ouvre. Et ailleurs, les opérateurs en tout cas, ceux qui sont dans le domaine pétrolier, c'est eux qui commandent les produits pétroliers avec, en tout cas, la supervision de l'État. Pourquoi ce dysfonctionnement, bien, cette en tout cas, entorse à la loi qui fait qu'au Togo, c'est l'État qui a vraiment donné l'aval à ces quelques individus qui vraiment nous narguent et qui nous appellent au silence. Vous voyez comment ces gens-là, ils nous appellent au silence. Michel, en tout cas, cette fois-ci, je suis plus impatient que vous. 12 août, c'est dans quelques jours que notre confrère soit patient. Il a notre soutien. Merci. Et dans ce dossier, nous, au niveau de médias contre la corruption et le blanchiment, nous allons sortir un communiqué dans les prochaines heures, prochains jours, pour soutenir l'action, parce que je pense que c'est... Merci, Michel. Non, l'affaire là n'est qu'un dossier, entre autres, de la République. Les dossiers de la honte, ils doivent sortir un jour ou l'autre. Voilà. Vivement. Merci, mais revenons encore sur la sécurité de la route. En 6 mois, nous avons connu 241 morts sur nos routes, 3734 blessés, alors que sur ces 6 mois, nous avons eu 3 mois de bouclage de zone, à savoir, est-ce que c'est parce que nous avons désobéi au bouclage des zones, parce que pendant 3 mois, on ne pouvait pas aller de Lomé à Tchévié. On ne pouvait pas aller comme ça sans autorisation de Palimé à Tchamba. Qu'est-ce qui explique ces 241 morts sur les routes, les 3734 blessés, et puis je ne sais pas, Elom, je ne sais pas si vous étiez à la rencontre avec le ministre. Qu'est-ce que le général Yak vous a dit sur l'alcotest qu'il avait annoncé? On devrait contrôler si les gens ne conduisaient pas en état d'ébriété. Et puis également, le fameux permis de conduire pour les motos, le permis de conduire A qu'il avait lancé. Où est-ce qu'on en est avec cette disposition? Non, je pense, moi j'étais pas personnellement à la rencontre, mais je crois en fait par rapport au permis A justement que entre-temps la direction des transports routiers et ferroviaires avait suspendu le processus à cause de la crise sanitaire, même le processus d'octroi de tous les permis, même les examens, et donc le permis de conduire pour la catégorie B a repris le 8 juillet dernier et actuellement ils sont à la phase pratique. Et donc pour les motos, je pense, selon les informations que j'ai eues cette semaine seulement, que il y aura quand même un planning qui sera fixé pour poursuivre les examens du permis moto. Maintenant, pour l'alcool test, je ne sais pas de quoi il en retourne parce que avec la crise sanitaire, vous comprenez que cette disposition prise par le ministère de la Sécurité pour dissuader, pour verbaliser ceux qui sont alcooliques, c'est une disposition qui ne peut pas être appliquée en pleine crise sanitaire où ce virus est quand même un virus qui se contamine, ou bien qui se transmet par la salive ou par des gouttelettes de salive. Donc,
par rapport à ces deux dispositions, justement, je crois que dans les prochains jours, on va en savoir davantage, parce que là, avec la crise sanitaire, c'est quand même compliqué de pouvoir suivre à la lettre ce qui se passe. Maintenant, sur les 3 mois de bouclage de zone dont vous avez parlé, c'est vrai que le sujet est intéressant dans la mesure où, c'est vrai, on constate que il y a eu moins de morts sur les routes sur le premier semestre 2020 comparativement au premier semestre 2019. Mais au même moment, il faut s'interroger, parce que 241 morts par rapport aux 376 qu'on a eu au premier semestre 2019, il n'y a pas grand écart, il n'y a pas un grand écart. C'est-à-dire, il y a juste une petite différence. Maintenant, par rapport aux citoyens même, je pense que c'est l'occasion de les rappeler, parce que ça encore, c'est les chiffres parvenus à la police et à la gendarmerie. Et parce qu'il faut le préciser, il y a des accidents qui se déroulent, qui ne sont pas constatés par la police et la gendarmerie. Donc ça veut dire qu'on peut aller au-delà de ces nombres de morts ou de ces blessés. Donc c'est toujours l'occasion, comme nous avons l'habitude de le dire, d'interpeller les citoyens, les chauffeurs, les conducteurs de taxi-moto par rapport aux règles en matière de sécurité routière. Les tricycles surtout, qui en circulation nous narguent. Il faut vraiment réguler ce domaine, parce qu'il y a trop de tricycles sur le marché, et en circulation, on a de la peine à circuler. Les tricycles qui prennent des montagnes de marchandises, il y en a qui transportent des sachets de Pirouata de façon exagérée, mais je pense qu'au niveau de la sécurité routière, il faut quand même trouver une mesure pour verbaliser aussi ces genres de conducteurs, quitte à leur faire passer un permis. Je ne sais pas, mais il faut véritablement réguler aussi ce domaine-là. Vous avez oublié de rappeler que les tricycles transportent non seulement des bagages, mais également des personnes. Des personnes et des bœufs. C'est tout cela qui amène Flambeau à nous appeler à la vigilance. Vigilance dans le respect du code de la route, mais également vigilance sur l'état de nos engins. Michel en parlait, mais combien contrôlent leurs pneus, leur système de freinage et de phare, combien de véhicules sont en règle pour la visite technique, combien de conducteurs, du moins les voitures qui ont leur permis de conduire, et combien de véhicules sont assurés sur nos routes, Magloire. Oui, voyez-vous, aujourd'hui, nous appelons à la vigilance de tout le monde, parce que quand vous voyez un peu le tableau, il est un peu sombre, parce que lorsqu'on parlera d'un seul mort sur les routes togolaises, nous disons que c'est déjà un mort de trop. Et ça fait quand même plusieurs années déjà que le ministre, en tout cas le ministère en charge de la sécurité et de la protection civile, en collaboration, n'est-ce pas, avec son collègue des transports, essaie de faire ce bilan semestriel. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, le grand paradoxe, c'est que coronavirus est invité dans la danse. On a décrété l'état d'urgence avec des mesures contraignantes, où il y a eu bouclage des zones. Et malgré tout, on a eu ce chiffre-là, en tout cas ces chiffres qui sont ronflants et qui sont macabres. Vous voyez, quand vous scrutez un peu, n'est-ce pas, ces chiffres, on vous dira que la nationale numéro 1 a été plus meurtrière, avec pratiquement, on dira, près de 100 décès, et l'autre voie la plus névralgique en termes d'accidents, c'est le grand contournement de Lomé. Et donc ça voudra dire que en réalité on parlera de beaucoup de causes qui sont liées aux accidents et aux décès, mais la cause la plus probable est celle humaine. Et donc c'est pour cela que nous, après avoir analysé les chiffres, nous disons que on peut remédier à tout ça si nous, au niveau des usagers de la route, on prend conscience de la situation, en respectant un certain nombre de mesures, notamment le port, en tout cas l'excès, éviter les excès de vitesse, faire les contrôles de routine pour nos engins avant de démarrer à tout moment, et éviter de prendre de l'alcool avant de prendre nos engins. Aujourd'hui, c'est toutes ces causes-là, en tout cas conjuguées en une, qui causent véritablement ces genres d'accidents que nous constatons et qui pouvaient être évitables. Donc aujourd'hui, nous invitons, comme d'ailleurs le ministre en charge des transports l'avait dit l'autre fois lorsqu'il présentait le rapport, que on pouvait éviter ces chiffres-ci et seulement si les usagers de la route y allaient avec beaucoup plus de prudence. Merci. Juste un rectificatif. Quand nous parlions tantôt des braquages, des cambriolages, nous avons annoncé le bilan qui est à 86 milliards. Non, le chiffre officiel c'est 86 millions de francs CFA qui ont été emportés
dans les braquages et dans les vols à main armée et dans les cambriolages. Mais pour paraphraser Magloire, même un seul franc emporté par braquage, c'est un franc de trop. Absolument. Merci pour le rectificatif. Oui, Ambroise. Je voudrais abonder dans le même sens des cas d'accident. Et l'homme soulevait la situation au niveau des tricycles qui sont devenus un danger public. Mais au-delà de ça, on accuse souvent les émigrants. Il y a des taximens. Vous savez ce que les taximens font? La route qui a deux sens, eux-mêmes, ils en créent un troisième sens. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Ils cherchent à tout prix à aller chercher au grand marché pour rejoindre Aïdogom ou Agoué. Donc, ils font tout pour vous lorgner et créer un autre sens. Ce qui fait que celui qui vient d'en face, il est obligé de se retrancher. Ils empiètent sur ceux qui viennent de face. Le tronçon de l'autre qui arrive. Donc les taximens, je ne sais pas comment les policiers doivent réagir, hein, mais sincèrement, j'ai fait l'expérience que c'est les taximens qui sont en grande partie, à 70% des cas d'accident, au-delà des tricycles. Eh bien, les taximens et leurs syndicats apprécieront. Jean Legrand Polorini. Tantôt, le confrère Magloire a dit que la route la plus meurtrière, c'est le grand contournement. Je vous dis ça, quand vous regardez cette voie, comment les gens filent comme des fous. Je dis bien des fous. On se demande où vont les hommes. Il faut être vivant pour circuler. Mais c'est comme si, vu que la voie est bien goudronnée, il n'y a pas de feu rouge, les gens filent à vive allure. Je crois qu'il faut quand même que la sécurité essaie de trouver un moyen quand même pour réguler la circulation à ce niveau. Merci, ça me rappelle, quand on parle du sujet, c'est le confrère Gadiel Tchanyadi qui disait que on a l'impression qu'à Lomé ici, il y a des gens, et quand ils sortent, ils font tout pour ne pas rentrer vivant. C'est vrai, il y en a. Oui, c'est ce qu'il avait dit une fois. La route tue, mais le coronavirus aussi, il est toujours là, il continue à tuer. Et les chiffres officiels tels que je les ai suivis sur la TVT hier, le Togo a enregistré 806 cas. Donc nous avons dépassé 806 cas. Nous avons enregistré également un nouveau décès, 16 morts désormais. Mais ce qui est encourageant, 578 cas guéris et 212 cas malades. Et non seulement au Togo, mais en Afrique, au début, nous avons dit que l'Afrique n'était pas aussi touchée que les autres continents. Mais quand on suit les derniers chiffres, Madagascar qui appelle carrément au secours, l'Afrique du Sud, où ça commence à flamber un peu partout autour de nous. Vigilance là aussi, Lomati Chogbe, vous faites écho de l'OMS qui alerte sur l'accélération de l'épidémie en Afrique. Oui, dans une conférence de presse en ligne organisée par l'Organisation mondiale de la santé, ils ont fait cas d'une accélération de la pandémie en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Vous savez que ces derniers jours, on a compté plus de cas en Afrique du Sud que partout en Afrique. Et donc ça fait que le mal inquiète l'Organisation mondiale de la santé, parce que le continent africain est le continent le moins touché par cette pandémie devant l'Océanie. Et donc au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, ils disent qu'il y a quand même un grand intérêt ou bien une urgence à sécuriser ou à circonscrire le foyer de la pandémie au niveau de l'Afrique du Sud, afin que le mal ne puisse toucher d'autres pays comme cela touche aujourd'hui l'Afrique du Sud. Eh bien, chez nous ici, nous souhaitons une réouverture progressive, et nous y sommes. Les écoles qui sont partiellement ouvertes, du primaire jusqu'au supérieur, les lieux de culte qui sont également partiellement ouverts, avec l'espoir que de plus en plus seront ouverts. Les frontières bientôt, l'occasion encore pour nous de nous rappeler, comme The Guardian l'écrit, porter les masques, respecter les mesures barrières, nous montrer disciplinés aussi bien au niveau des individus que de toute la collectivité. Et Michel, c'est par là que nous aurons l'espoir de ne pas sombrer comme d'autres pays. Ah oui, je pense que c'est connu de tous que si nous ne faisons pas d'efforts, nous allons vivre des situations incontrôlables. Et les autorités à un niveau donné ont donné le là, et il ne reste qu'à nous, les citoyens, d'embarquer, de faire en sorte que
tout ce qui se passe dans nos, en tout cas dans nos quartiers, dans nos villages, que chacun à son niveau puisse prendre soin de lui, prendre soin de ses voisins, et je pense qu'on viendra sûrement à bout de cette situation. Eh bien, les médias écrivent abondamment sur les vidéoclubs où on projette et les films et les matchs de football. Et il y a une semaine, c'est la Nouvelle Tribune qui alertait aussi bien la FOSAP que la HAC. Et on peut adresser ce message également aux maires. Les maires, les chefs, chacun doit se donner la peine de veiller à ce que un incontrôlé ne vienne pas nous mettre en danger. Les kiosques à Tchoukoutou, à Tchapalo et à Sorabi, les bars, les gens qui se retrouvent encore pour les fêtes d'anniversaire, les terrains de jeu, etc. Les terrains de foot. On ne le dira jamais assez. Oui, on va continuer à le dire. C'est pourquoi j'invite les responsables de la FOSAP à rentrer dans les quartiers. C'est vrai que leur nombre est limité, ce qui fait qu'on les voit beaucoup plus dans les carrefours et autres, parce que le Covid ne nous a pas dit que c'est dans les carrefours seulement elle est. Donc, il faut rentrer dans les quartiers pour décourager ceux qui, les week-ends, jouent. Parce que les gens jouent allègrement. Moi, j'en vois tous les temps. Ceux qui jouent, ceux qui, en tout cas, pensent jusqu'à présent que, bon, c'est des blagues, cette affaire. Parce que ici, c'est beaucoup plus dangereux pour nous tous quand quelqu'un capte cette en tout cas maladie là. Si c'est le palu, peut-être vous allez clamser seul, il n'y a pas de problème. Mais ici, si vous captez ça, c'est que vous êtes un danger dans votre environnement immédiat, un danger public. Donc ce qui fait que on ne doit pas laisser quelqu'un dire que bon, il fait à sa tête. On doit lui remonter les bretelles, lui dire que non. Il vit il n'est pas dans un désert ici. Il n'est pas sur une île isolée. Voilà, donc il doit comprendre que, mais s'il s'en fout de lui, mais il n'a qu'à comprendre que mais les autres ont envie de vivre. Et donc, il faut décourager tous ceux-là qui pensent que c'est des blabla que les autorités sont en train de raconter. D'autant plus que la Covid-19, elle a un coût. D'abord, le test de dépistage, la prise en charge, tout ce que ça coûte à l'État. C'est peut-être parce que l'État prend ça en charge que les individus ne se rendent pas toujours compte. Or, ça a un coût. J'espère qu'il va arriver un moment où la coordination, bien le gouvernement prendra son courage pour nous étaler ce que coûte la riposte à cette maladie-là sur les médias. Nous y serons avec plaisir. Mais la Covid qui a un autre coût, c'est les incidences de cette maladie, cette épidémie sur notre économie. C'est l'un de vos articles. Oui, avant de parler de ça, parce que ça fait peut-être le énième article qu'on écrit dessus, mais c'est-à-dire que ce que Michel a dit aujourd'hui, c'est très important. Et moi, je m'interroge sur le rôle des maires. Il faut le préciser. Qu'est-ce que nos maires font dans les communes? Moi, je ne vois pas l'incidence du travail des maires par rapport à ce qui se passe. À part distribuer les cache-nez, les bavettes dans certaines mairies que nous saluons, mais il y a des maires qui sont là, bras entre les cuisses, et qui ne font rien pour soutenir. Il y en a quand même un, c'est le maire de la commune Golfe 5, oui, il a fait le tour de quelques bars un peu indisciplinés, il semble même qu'il les aurait fermés. Oui, il y a Boka qui circule. La dernière fois, dimanche, il était même dans certaines églises. Il y a aussi la commune Golfe 1, qui ne fait pas trop de bruit, mais dont le maire, M. Gomado, fait quand même un travail intéressant au niveau de baie. Et donc, aujourd'hui, le maire est quand même investi de l'autorité publique. Quand on constate qu'il y a un jeu de foot sur un terrain, alors qu'on a interdit des jeux de foot sur le terrain, le maire peut demander à la gendarmerie d'aller disperser les jeunes. C'est son droit. Mais aujourd'hui... Son droit et son devoir. C'est son droit et son devoir, plutôt, de le faire. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils ne savent même pas qu'on joue sur le terrain dans leur commune. Ils sont là peut-être à circuler pour voir jusqu'où s'arrête la délimitation de leur zone. C'est ce qui les intéresse. Alors que ils ne voient pas le mal dans leur commune. Les vidéoclubs, où, comme on l'a écrit la dernière fois, il y a des gens qui chaque semaine vont suivre des matchs de football attroupés. Mais les maires peuvent envoyer des gendarmes ou la FOSAP aller disperser des gens là-bas. C'est leur devoir. Ils doivent le faire. Si on doit tout attendre du sommet, on ne va rien faire. C'est pour ça qu'il y a la décentralisation. Qu'est-ce que nos maires font dans les communes? Maintenant, pour revenir à les incidences économiques de la Covid-19. Oui, je pense qu'on en a suffisamment parlé dans nos parutions. On a fait plein d'articles sur le sujet dans tous ces aspects. Et donc, on est revenu encore une fois sur un autre aspect de la problématique. Et donc, aujourd'hui, comme l'a dit le ministre de l'économie et des finances la dernière fois lors du Conseil national du crédit, les prévisions
estimés aujourd'hui sont à 1% de croissance économique pour le Togo, ce qui est quand même, ce qui sera quand même alors historique. qu'on est parti sur une base de 5 à 6%. Voilà. Et donc, si ça continue, on sera autour de 1%. Un collectif budgétaire qui sera fait parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va accroître les dépenses publiques et réduire considérablement les recettes budgétaires parce que l'économie est mal en point. Les aéroports sont fermés, les agences de voyage ne travaillent plus, les hôtels ne travaillent plus, les employés ont pas mal de difficultés, les gens sont en train de perdre leurs emplois, alors qu'on veut créer 500 000 emplois d'ici 2022, conformément au plan national de développement. Et donc, s'il y a aujourd'hui cette frilosité par rapport aux opérateurs économiques qui ont pas mal de difficultés pour redresser là-bas, vous comprenez que le pays même aura quand même beaucoup de peine à se relever. Et donc, ce n'est pas propre au Togo, c'est dans la plupart des pays africains, même à l'international. Quand vous prenez un pays comme l'Allemagne, une compagnie aérienne comme Lufthansa, qui a été obligé de prendre une participation de la République fédérale d'Allemagne à hauteur de 9 milliards d'euros pour financer son redressement, vous comprenez que c'est quand même grave ce qui se passe par rapport aux même en France, économiques. Air France a dû être sauvé de l'abîme par l'État français. Eh bien, la maladie, les conséquences non seulement médicales, mais économiques, et ça rejaillit sur les entreprises. Il y a certaines entreprises qui n'arrivent plus à payer leur personnel, qui en mettent certains au chômage technique, et ces employés qui n'ont plus leur salaire et qui ne paient plus les loyers. Ce matin, j'ai appris que non loin d'ici, toute une maison avec 5 ménages, ils sont rentrés hier, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les douches ont été enlevées, les WC également cassés, parce qu'ils sont en retard de paiement de loyer. Et combien de mois? La solution que le maisonnier a trouvée pour leur signifier, c'est devenu casser les latrines, les cuisines, les douches. Peut-être que ce soir, quand ils rentreront, c'est les tôles qui seront enlevées de leur chambre. Problème social qui pointe à l'horizon. Oui, et l'on parlait tantôt des recettes de l'État qui sont en diminution. Et Magloire, vous savez ce que l'État a mis en place pour collecter les recettes? L'OTR, justement, l'Office togolais des recettes, que vous mettez à votre manchette aujourd'hui, Flambeau des démocrates. L'OTR, d'accord, mais il y a également le ministère, le ministère de l'économie et des finances, et vous écrivez justement gestion de l'OTR, Sani Yaya, mépris et abus de pouvoir. L'OTR, c'est quand même une institution indépendante. En quoi est-ce que Sani Yaya s'implique dans la gestion de l'OTR pour mériter ce titre? Justement, ça c'est une situation un peu énigmatique qui se passe entre le ministère en charge de l'économie et des finances et l'OTR. Qu'est-ce qu'il en est justement? Il faut dire que il y a un peu plus d'un an, le ministre de l'économie a adressé un courrier au commissariat général de l'OTR, leur ordonnant, n'est-ce pas, de suspendre temporairement à toute affectation des agents, que ce soit ceux qui sont du côté de la douane ou du côté des impôts, ou tout agent qui font partie du personnel de l'OTR. Et l'argument avancé par le ministre pour ordonner ces arrêts, en tout cas ces suspensions provisoires des affectations, c'est que il y avait le ministre a commandité un audit qui devrait se dérouler, et donc pour les nécessités de l'audit, il fallait que chaque agent reste à sa place pour que les données soient justes. Eh bien, il s'avère que cette décision paraît illégale parce que l'OTR, comme vous l'avez dit, c'est une institution carrément autonome, que ce soit dans sa création ou dans son fonctionnement. Mais quelques mois après, il s'est fait que l'audit n'a jamais eu lieu. Et pendant ce temps, la décision du ministre est toujours en cours, c'est-à-dire que les affectations n'ont toujours pas lieu, et ça affecte le bon fonctionnement de l'institution, parce que, voyez-vous, pour un office comme l'OTR qui embrasse les deux régies financières du Togo, notamment la douane et les impôts, lorsque les agents perdus à un moment donné à leur poste,
Ils sont tentés de développer des tentacules avec des opérateurs véreux dont la finalité est donc de remplir leur poche plutôt que de servir, n'est-ce pas, le trésor public. Et donc, à un moment donné, le commissariat général de l'OTR et le conseil d'administration ont mené des démarches auprès du ministre pour travailler à ce que l'ordre normal puisse revenir. Mais il paraît paradoxal qu'à ce jour, le courrier adressé par le conseil d'administration au ministre est resté sans suite. Après, les deux organes, notamment le commissariat général de l'OTR et le conseil d'administration, ont mené des démarches pour pouvoir avoir une entrevue avec le ministre. Ça également n'a pas été concluant. Et donc nous disons dans notre papier que en réalité c'est du mépris d'abord parce que on ne peut pas, parce que le conseil d'administration de l'OTR est dirigé par un ancien ministre de l'économie et des finances, monsieur Lal Tapanja Lal. Voilà, et le ministre devait avoir cet égard-là pour son aîné, mais à ce jour, il refuse de le recevoir. Alors, la situation telle que vous la décrivez, est-ce que ça ne trahirait pas un certain malaise, soit au sein de l'OTR, ou bien entre l'OTR et le ministre des Finances? Justement, c'est ce qui nous a poussé à faire ce papier, parce que en réalité, ailleurs, il y a une certaine complicité qui s'impose entre le ministère de l'économie et des finances et les régies financières, en tout cas comme l'OTR. Mais aujourd'hui au Togo, on voit que c'est tout le contraire qui se fait. Et quand on voit également que en réalité, quand vous voyez les dispositions qui sous-tendent et la création et le fonctionnement de l'OTR, il n'est jamais dit que le ministère, ou du moins le ministre en charge de l'économie et des finances, pouvait s'interférer dans le fonctionnement interne de l'OTR comme cela. C'est pour cela que nous avons fait ce papier pour dire que non seulement ça c'est un abus de pouvoir, mais c'est également du mépris, parce que au-delà de tout, c'est des grandes personnalités qui dirigent l'OTR, et il va falloir, n'est-ce pas, selon les normes, avoir une complicité entre le ministère chargé de l'économie et des finances et justement cet office-là, plutôt que tout le contraire que nous voyons aujourd'hui. Le Togo est état de droit, que nous fonctionnons tous, aussi bien les personnes physiques que les institutions, selon les lois. Alors, si le ministre n'a pas autorité à s'ingérer dans la gestion de l'OTR, pourquoi il le ferait? Je doute fort que le ministre de l'économie et des finances n'ait pas autorité sur l'OTR. C'est le ministre de tutelle de l'OTR. Je pense que c'est comme ça fonctionne. Depuis Ayassor, c'est comme ça fonctionnait. Et donc, qu'on dise, je ne sais pas comment l'article de mon confrère, en tout cas, est orienté, mais je me dis que de tout temps, l'OTR est sous le tutelle du ministère de l'économie et des finances. Mais le mépris dont il parle, c'est un peu surprenant, d'autant plus que ce que je sais un peu du fonctionnement de ce côté de l'administration publique, c'est que chaque lundi, les commissaires, que ce soit le commissaire général, le commissaire des impôts et autres, ont réunion avec le ministre de tutelle pour faire le point de l'économie de la nation, du pays. Chaque lundi. Et ça a été suspendu, justement, en raison de ce que vous connaissez, c'est Covid. Voilà. Et depuis juin, si je ne me trompe pas, ils ont commencé à faire par visioconférence leur en tout cas réunion voilà. Et donc que le ministre ait du mépris envers les responsables de cette grande institution, Bangrois l'a dit, quel auteur, je trouve ça un peu en tout cas c'est un peu étonnant. Je pense que si c'est par rapport aux affectations, c'est normal, parce que quand Bangrois l'a dit, quand les gens sont durs à leur poste, c'est sûr que il y a des connivences, il y a des réflexes anachroniques qu'on peut relever ça et là. Et donc, il faut les muter dedans. Mais le ministre, avec la suspension des affectations, je pense, il l'a motivé par le fait il va l'avoir motivé. Oui, il l'a motivé. Magoura l'a dit, en tout cas, si je l'ai bien suivi, qu'il devait avoir un audit, mais qui tarde à venir. Peut-être c'est de là qu'il faut voir pourquoi
l'audit tarde à arriver, que le ministre, après, en tout cas, des démarches du conseil d'administration et du conseil général, que ça ne soit pas fait jusqu'à... Sinon, c'est normal qu'il y ait affectation, mais dire que, bon, il n'y a pas contact, il y a mépris, moi je doute un peu. Bon, Oui, ça, et vous, Ambrose? tout ça là ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, moi, c'est Tankpanja Lal. Ce nom-là, quand j'étais au CM2 ici, j'ai appris à entendre ce nom depuis mon enfance. Mais il n'y a plus personne au Togo pour présider le conseil d'administration. C'est les mêmes personnes. Oh! Non. Ce pays, Sûrement que c'est en vertu des expériences des gens qu'ils sont nommés. Il y a d'autres personnes Il y là. a le chômage. Merci. Celui-là approcherait les calés qui sont rendus 80. Bon, en fait, j'ai pas ça, dit son ce adolescence. qu'il- Non, Magloire, ce qu'il- Magloire, non. oui, Honnêtement, Magloire. ce qu'il faut apporter comme précision, c'est que nous, on ne fait pas de jugement de valeur sur les personnes. Nous, on parle en termes, en tout cas, par rapport aux éléments que nous avons. Et Michel a fait son développement tout à l'heure. Je lui en veux pas non plus. Mais il faut qu'on comprenne que nous n'avons pas les mêmes éléments qui sous-tendent nos angles. Et donc, je crois que s'il le faut, notre rédaction, on suit le dossier. On reviendra à tout moment avec plus d'amples explications sur ce qui se passe en réalité, parce que nous n'avons pas fait de charlatanisme, c'est qu'il y a une situation qui est là. Quand on parle de Covid qui s'est imposé et qu'on suspend les rencontres présentielles, il y a quand même du télétravail qui se fait. Mais je vous assure que il nous a été rapporté de sources sûres que toutes les tentatives, ne serait-ce que pour rencontrer le ministre, ont été vaines. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? C'est la grande question, et à chacun d'aller voir ce qu'il y a réellement. Merci. De toute façon, je soupçonne un certain malaise. Non, ça, tu sais, entre l'office et le ministère. Non, vous savez, les ministres de l'économie dans tout pays, c'est des gens sur lesquels on tire tous les jours. Vous savez, avant Ayasso, c'était le ministre Bayadok Kwesi. Je me rappelle tout ce qu'on disait de lui. Après lui, Ayasso. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ministre d'État Ayasso, qui a fait 10 ans à son poste. Depuis 1960 à ce matin, jusqu'à ce matin, le ministre de l'économie et des finances qui a le plus duré, vous allez chercher, c'est le ministre Ayasso. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Dans nos petites associations, on n'a jamais aimé les trésoriers. Donc, vous voyez, c'est comme ça, les gens vont toujours... bon, en tout cas, c'est un dossier à suivre, comme Magloire l'a dit. Nous aussi, nous allons chercher. Merci. Nous allons terminer par un tour dans quelques pays de la région ouest africaine. Et comme la charité bien ordonnée est supposée commencer par soi-même, commençons par le Togo. Il y a 48 heures, le représentant de la CEDEAO au Togo, M. Garba Lompo, en fin de mission, il est allé rendre visite, il a été reçu en audience par le chef du gouvernement, et ses propos, Magloire, Flambeau, vous êtes revenu sur les propos de M. Garba Lompo. Vous écrivez, en fin de mission au Togo, Garba Lompo qui part admiratif pour le Togo. Il a même recommandé le Togo comme exemple à des pays de la sous-région. Mais Liberté écrit lui plutôt Garba Lompo ou le satisfait d'une diplomatie complice de la dictature. Ça, c'est pour le Togo. Allons maintenant au Mali. Actuellement, ou bien aujourd'hui, 5 chefs d'État de la sous-région, Nigeria, Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal et le Ghana. 5 chefs d'État qui se portent au chevet. Je ne sais pas si c'est du Mali ou bien du président Ibrahim Boubacar Keïta. Très bonne question, hein. Descendons maintenant en Côte d'Ivoire, où le débat est une prochaine candidature de Alassane Dramane Ouattara pour l'élection présidentielle dans ce pays en octobre prochain. Ouattara qui a dit il n'y a pas longtemps solennellement qu'il ne se représenterait pas, mais que sur qui son parti, le RHDP, fait pression pour qu'il se représente. Et terminons par la Guinée, où on a l'impression que le professeur Alpha Condé fait le vide autour de lui pour se représenter à la prochaine élection présidentielle. Vous avez chacun 1 minute et demie pour prononcer sur le pays de votre choix. Ambroise?
Je suis intéressé par tous les pays quand même. Eh bien, vous avez 90 Mais secondes. c'est le cas Garba Lompo qui m'intéresse. Très, très intéressant. C'est-à-dire qu'on a raté un article hier qui devait paraître ce matin. Je n'ai pas fini l'article. C'est-à-dire, ouf, enfin, Garba Lompo est parti. C'est le titre qu'on avait prévu, mais on reviendra la semaine prochaine. Parlons maintenant de la Côte d'Ivoire. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, je crois que Alassane Ouattara a intérêt à respecter ses propres paroles. Parce qu'en Afrique, c'est le respect de la parole qui pose problème. En Europe, quand on dit je vous donne ma parole, cette parole est donnée et ça s'exécute. Ici, la personne peut même jurer sur la tombe de son papa. Il peut revenir sur cette parole. C'est ce que je crains que Alassane Ouattara fasse. Mais sauf que actuellement, Ouattara même ne parle pas, mais c'est son parti. Non, il est derrière. Pression sur lui. Ouattara est derrière. Oh. C'est Ouattara même qui attise le feu pour qu'on dise qu'il doit revenir. Alors qu'il a oublié que la Côte d'Ivoire est assise sur une braise actuellement. Soro qui est écarté a aussi ses armes qui sont là-bas à Boaké. Je ne sais pas si ça aura des armes. Moi, je ne sais pas. Qui est-ce qui a amené Ouattara au pouvoir? C'est avec l'aide de Soro, avec ces gens armés de Boaké jusqu'à Abidjan. Donc, je dis aujourd'hui que pour le respect de la démocratie, pour le respect des Ivoiriens, qu'Alassane Ouattara trouve quelqu'un d'autre. Bakayoko aussi est en bas, il joue le ministre de la Défense, premier ministre par intérim. Il est aussi là. Sauf que Ouattara n'a pas confiance en ces gens-là. Donc aujourd'hui, je crois que cette guerre-là, il faut l'arrêter. Sauf que je vous arrête dans vos élans, c'est question de temps. Jean Le Grand Poloroni, un pays de votre choix, Togo, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée. Je m'appesantirai sur la Côte d'Ivoire également parce que c'est un peu dommage qu'on en soit encore à ce stade. Quand vous dites que vous partez, mais vous partez. Il n'y a pas dit qu'on fait des pressions sur vous. Moi, je dis, quand on a un succès et qu'on n'a pas de successeur, c'est un échec patent. Ça veut dire que vous n'avez pas pu transmettre la filiation. Vos idéaux n'ont pas pu être captés par vos membres. Comment est-ce qu'aujourd'hui, parce que Amadou Gon Coulibaly a été rappelé à Dieu, subitement les partis trouvent que c'est encore Ouattara seul qu'il faut trouver. À part Amadou Gon, il n'y a personne. Et j'ose croire qu'il ne va pas céder à la tentation pour se présenter. Parce que là, la Côte d'Ivoire sur les sables mouvants, et ça sera extrêmement compliqué pour ce pays et également pour la sous-région ouest africaine. Merci, Magloire. Ben écoutez, c'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse tous là. Voyez-vous, moi particulièrement, ce qui m'étonne dans ce dossier, c'est que je revoyais un peu le président Alassane Ouattara lors de en tout cas quand il faisait son discours devant l'Assemblée. Pas devant l'Assemblée, non, lors de l'investiture du candidat Amadou Gon Coulibaly, et il affirmait tout haut à qui voulait l'entendre qu'il est temps qu'il se repose parce que il n'a jamais eu de repos dans la journée. On lui amène 2 sacs de documents tous les soirs, il paraphe, il signe, et après, en tout cas, il a peu de temps qu'il consacre pour sa famille. Mais je dis, quelque part, Dieu a décidé autrement. Mais qu'est-ce qui a changé dans son timing, dans son occupation? Rien du tout. Et donc, pour moi, un homme, c'est sa parole. Il ne faudrait pas qu'on revienne aujourd'hui pour nous dire que c'est parce que j'avais prévu un dauphin qui a été rappelé à Dieu, donc je reviens. Non, non, non. Dans la grande famille RHDP, ça paraît un peu ridicule qu'on nous dira que parmi toutes ces sommités, on ne trouverait pas une seule tête qui peut valablement représenter, n'est-ce pas, le président Ouattara. Donc, moi j'attends de voir. C'est vrai que ailleurs on avait fait ce débat lorsqu'il annonçait déjà que qu'il ne sera plus candidat, mais moi je remettais ça déjà en cause parce que vous avez vu quand il annonçait ça, il n'était pas catégorique. Hein? Il disait que oui, si d'autres le sont, je le serai également. C'est dire qu'ils sont dans une guerre à distance entre des acteurs d'une même génération. Et aujourd'hui, quand on voit le président Bédié aussi qui est là, une autre anomalie d'ailleurs, je me dis, on attend de voir le moment venu. Je rappelle juste que Ado a 78 ans et que Bédié a 86 ans. Voilà, Bédié a dit qu'il est candidat. On fait pression sur Ado qu'il soit candidat. Et là? Bon, moi je crois que au sein de la CEDEAO, c'est les pays francophones qui ont quand même la mauvaise réputation d'attiser le feu. Quand vous voyez un peu ce qui se passe dans la sous-région, avec le cas béninois,
où un candidat à la présidentielle a dit votez pour moi, je vais faire un mandat, je vais partir. Un an après, on lui fait une interview où il dit au terme de mon mandat, j'aviserai. Et bon, à un an de la présidentielle, ce qui est sûr, c'est qu'il sera candidat pour un second mandat et que dans un autre pays francophone comme la Côte d'Ivoire, le décès du candidat désigné du parti au pouvoir fait que le président actuel, malgré qu'il a dit officiellement qu'il ne sera plus candidat à un troisième mandat, veut quand même faire un feedback sur ses propres propos ou ravaler ses vomissures. Et quand vous allez dans d'autres pays de la sous-région comme la Guinée, où quelqu'un qui a fait longtemps la prison au sein de l'opposition prend le pouvoir, fait 2 mandats, mais menace tous les autres qu'il veut faire un troisième mandat, vous vous posez la question véritablement de savoir si la CEDEAO ne serait pas mieux portante sans les pays francophones. Parce que franchement... Je rappelle que c'est un pays francophone qui a été le premier artisan de la création de la CEDEAO. Oui, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. C'était en connivence avec le Nigeria, Yakubu Gowon. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire le débat parce que les anglophones, quand vous les voyez, ils sont démocratiques. Ils n'ont pas de problème. Ils ne nous posent pas trop de problèmes au sein de l'espace sous-régional. Les francophones. C'est les francophones qui ont toujours des problèmes. On va finir par Michel. Non, j'ai 2 mots au Mali, je reviens en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a 5 chefs d'État, vous l'avez dit, qui sont allés dans les... 5, c'est 5. Okay. Mamadou Bouhari s'est ajouté à la dernière minute. Ce n'est pas leur nombre qui compte. Ils peuvent aller tous les 15. C'est le problème qu'il faut traiter qui est important. Et le peuple malien n'est pas le peuple malien n'est pas n'importe quel peuple. Arrivé, j'aurais voulu leur supplier de voir Moussa Traoré avant d'aller voir Ibeka. Il a une idée en 90. Il a une idée, il va les souffler. Le peuple malien n'est pas comme n'importe quel peuple. Et je ne pense pas qu'ils veulent aller impressionner Mohamed Diko, l'imam qui est l'autorité morale actuellement. Et les Maliens ont donné une leçon au reste de l'Afrique francophone que quand vous êtes unis, vous pouvez vraiment affronter l'adversaire. Et ce n'est pas chez nous ici où personne ne veut rester derrière. Je viens maintenant en Côte d'Ivoire. Oui. Vous savez, en politique, c'est là où des fois on défend des positions absurdes et on vous demande d'accompagner. Vous voyez ce que les partisans d'Al-Sarraf disent aujourd'hui, et comme quoi c'est le seul, c'est le Dieu de la terre pour la Côte d'Ivoire et qui n'est pas là. C'est ça. Quand j'écoute ça, ça me fait sourire. Vous savez, ils vont faire, c'est mon confrère Ali Legrand, Jean Legrand qui disait qu'il espère qu'il ne va pas céder à la tentation. La Côte d'Ivoire non plus, les Ivoiriens ne sont pas comme n'importe quel peuple. Et Ouattara sait comment il est arrivé au pouvoir. On a dû faire voler les hélicoptères, aller prendre quelqu'un avant qu'il ne vienne. Et le contentieux là est toujours là. Et si aujourd'hui on tente de nous servir que Alassane Ouattara c'est le ciel et la terre de la Côte d'Ivoire, s'il n'est pas là, je pense que ça là, s'il n'avait pas dit, il a dit que je vais partir. Et c'est pourquoi je le dis souvent, dans d'autres coins de la terre, on nous regarde ici, en Afrique, surtout de l'Ouest, si c'est les Bororo ou les Barara. Nous revenons nous connecter avec vous. Nous comptons sur vous pour également être riche et diversifié dans vos questions, dans vos commentaires. Le premier auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Rodrigue, oui, allez-y. Oui. Bon, j'ai déduit quand même dans certains propos que le Togo, entre guillemets, est n'importe quel pays. Que le Mali et la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas n'importe quel pays. Bien, comment l'appelle-t-on? Concernant la situation de la Côte d'Ivoire, j'interviens ailleurs aujourd'hui, je disais, mais est-ce que veut dire que, comme on ne se pose pas la question sur le décès, qu'est-ce qui a tué Coulibaly? Est-ce que c'est Ouattara qui l'aurait tué pour revenir? Ou c'est dans le parti même que les gens ne souhaitent pas être derrière et que si c'est pas Ouattara, donc ce n'est personne. Et puis, concernant, je voulais parler avec l'homme. Quand on voulait dédouaner la sécurité, le ministère de la Sécurité en parlant du Covid, l'alcotest en France continuait à se faire en période de pandémie. Quand les gens prennent les décisions et ils ne respectent pas et tout va à volo dans le pays, c'est très grave. L'alcotest, on l'a dit, le permis
c'est depuis décembre que ça devait être contrôlé, le permis A. Mais jusqu'en février, mars, rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Alors moi, je suis très surpris de ces trucs-là. Et puis, tout vient de nos mentalités. Les gens roulent, les gens filent. Les motos, ils savent que le feu rouge, c'est pour éviter les accidents ou pour respecter l'autre dans la courtoisie. Mais ils continuent toujours de filer. Tout ça là, le problème c'est où? Est-ce que c'est les forces de l'ordre qui ne font pas leur travail ou c'est l'autorité du pays? Merci beaucoup, Rodrigue. Merci de laisser la place au suivant. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, allô. Allô, l'ami, vous êtes en ligne. Allô. Allô, l'ami auditeur, bonjour. Bonjour. Diminuez un peu le volume de votre radio. D'accord, excusez-moi. Ok, maintenant allez-y, c'est monsieur? C'est monsieur Igor. Igor. Oui, écoutez, je vous présente mes salutations, vous qui êtes tout autour de la table là. Merci. Oui, voilà, je suis un taximan. Je voudrais vous soulever mes inquiétudes. Et pour cause de Covid-19, le chef d'État nous a donné une faveur, c'est-à-dire de ne pas acheter les impôts concernant nos fameux trimestres. Bon, cette fois-ci, nous voulons l'acheter et on nous demande 9 000 francs au lieu de 4 500. Je voudrais que vous mettez vos yeux, vous approchez les autorités pour qu'ils puissent nous donner certaines explications concernant... Ok, merci pour ce devoir de maison que vous nous donnez. Bonne course à vous. Nous prenons le troisième. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur Didier. Didier. Oui, bonjour, staff. Oui. Bonjour, monsieur Tadja. Allez-y. Oui, j'ai compris tout à l'heure, Tadja disait que la Côte d'Ivoire, le Mali n'est pas n'importe quel pays. Mais je voudrais, est-ce qu'il peut nous expliquer un peu? Moi, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. Bon, j'ai discuté avec l'histoire de la Côte d'Ivoire avec un ami ivoirien. Je vais faire ce qu'il m'a dit. Non, dites-nous. Est-ce que c'est moi un Togolais qui parle comme ça? Il m'a ramené à l'autre. Que c'est chez eux que nous avons pris la parole de militaire. Il y avait le général qui avait donné sa parole de militaire. Il l'a pas respecté, on n'a pas crié. Le 4e mandat, les gens ont supporté. On n'a pas dit, ils n'ont pas bien. Pourquoi pour la Côte d'Ivoire maintenant on se plaint? C'est pas du tout normal. C'est pourquoi je voulais que M. Chadja m'explique bien si le peuple de Côte d'Ivoire est différent du Togo. Et puis ce qui m'étonne, M. Sass, oui. Mais ce que nous défendons chez nous, mais pourquoi nous le supportons de l'autre côté là? J'ai écouté une radio ce matin, beaucoup de gens qui ont supporté le 4e mandat du président. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, ils nous disent non, c'est pas possible. C'est pas du tout bien. En conclusion, en bref, je voulais vous rappeler que c'est l'intelligence togolais ou bien africain qui est en faillite. Même le ministre du CIL avait écrit un livre, l'Afrique malade de ses dirigeants. Mais lui-même, il supportait le 4e mandat. Mais sur les autres, il ne supporte pas. C'est ça, c'est tout ça, quand on veut voir. Le modèle de société, quel modèle de société nous voulons pour notre pays? Nous sommes chaque fois en contradiction. Est-ce que quand nous sommes en contradiction dans nos paroles, avec nos actes, est-ce que les enfants nous voient? Ils s'embrouillent aussi. Merci beaucoup, cher ami. Nous recevons les amis, puis on va répondre ensemble aussi. Bonjour, le suivant. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est Norberto. Norberto, allez-y. Oui, bon, moi je voudrais d'abord, du point de vue général, dire ceci. En fait, les autres États du monde entier, chacun a ses difficultés. Hein. Mais quand on prend l'Afrique, il faut le reconnaître, l'Afrique est malade. L'Afrique est malade à ce point que les gens pensent qu'ils sont indispensables, quoi. Et derrière, ceux qui pensent qu'ils sont indispensables sont ceux-là qui profitent et qui ne veulent pas laisser leurs privilèges et continuer à piller aussi en arrière-plan les États. Vous les verrez toujours à des postes, ils ne partiront jamais. Ce sont eux qui disent aux jeunes d'aller entreprendre. Les jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de moyens, on leur demande d'aller entreprendre. Et ceux-là qui ont des moyens, qui peuvent créer des sociétés, engager des gens, ce sont eux qui sont à des postes et qui ne veulent pas partir. Où allons-nous? Merci. Je vous en prie. Déjà, le suivant qui est en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Papa Sibiti. Vous savez, Monsieur Djadja Michel a parlé en partie à mon nom. Le Togo, c'est le Togo. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire.
le Mali fait le Mali. Vous savez, il est difficile à quelqu'un qui vit dans l'opulence de revenir dans la misère. Vous voyez, c'est comme ça, mes enfants. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti. Déjà, le suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Satt. Oui, c'est monsieur? Comme il vit chez moi à l'appareil. Ah, comme il vit chez moi? Oui. Vous avez parlé de la circulation. Oui. Et les feux rouges qui ne travaillent pas là. S'il y a un accident au niveau de ces feux rouges là, qui a causé ça? Et il y a les trous qui sont sur nos routes. Oui. Ça là. S'il y a l'accident à ce niveau, qui a créé tout ça là? Et deuxièmement, vous avez parlé de l'affaire de Côte d'Ivoire. Si Ouattara ne veut pas brûler son pays, il n'a qu'à quitter là-bas. Belle émission. Merci. Pour ce qui est de la circulation, si vous savez que le feu ne rouge pas, le feu ne marche pas, prudence, allez-y doucement. Si vous savez qu'il y a des trous, allez-y doucement aussi. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, c'est monsieur? C'est Karim depuis Spetako, ici dans mon taxi. Oui. Je voulais dire à Ambras qu'aujourd'hui, il nous a corrigé aussi. Je le félicite. La plupart des taximans, c'est comme ça. Moi-même, je le fais souvent des fois. Eh bien, convertissez-vous. Ah oui, je le suis déjà. Je voulais dire à propos de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il a le droit de faire son 4e mandat ou bien 3e mandat. C'est son droit. C'est son droit. Il ne faut pas qu'on le critique. Chez nous ici, il y a d'autres qui font 4e mandat. Lui veut faire 3e mandat. Pourquoi il faut qu'on le critique? Laissez-le, il n'a qu'à faire. Et on verra la suite, c'est tout. Merci à vous. Je vous en prie. Bonne course avec votre taxi. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? Marcel Afano. Oui, allez-y, Marcel. Oui, bonjour à tout le monde au plateau. D'abord, j'aimerais vous remercier pour les sujets d'aujourd'hui, concernant surtout la circulation, parce que c'est un réel problème. Je crois que l'autorité doit prendre des bonnes mesures. Sur la route, nous avons 2 voies. Je crois que la voie de gauche, elle doit être forcément réservée aux voitures, et celle de droite, réservée aux motos. Donc, c'est un problème réel qu'il faut régler. Maintenant, concernant l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'aimerais apporter, d'une certaine manière, mon soutien à Michel Tchadja. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Le Togo, comme on le dit, il a dit que la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quel pays, le Mali, c'est pas n'importe quel pays. Le Togo, c'est n'importe quel pays parce que les opposants, ils font rien de bon. Donc, c'est ça, c'est ce que moi je veux dire. Moi, je lui apporte mon soutien. Je suis parfaitement d'accord avec ses propos. Merci. Bonne émission à vous. Merci. Merci de nous suivre. Merci surtout pour tous les sujets variés que vous abordez. Le suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Abonné. Oui, allez-y. Monsieur Sass, vous avez bien fait de citer les 5 ou bien les 4 pays. Et le dénominateur commun, c'est une main noire qui manipule. Moi, j'aimerais demander à nous, occupants de ces 5 pays, de prendre notre courage à 2 mains et de demander à la France que nous ne voulons plus de démocratie. Nous voulons des royaumes. Comme ça, ça va rimer avec son bien voulu. Et malheureusement pour nous, nous avons des élites. Je ne sais pas, ça me rappelle mon grand-père qui dit, mon fils, il ne faut pas être un intellectuel taré. C'est-à-dire, toi, tu fais un travail et tu n'as pas de successeur. Et lorsque toi seul, tu n'es pas là, rien ne bouge. Et lorsqu'on te montre des vérités, tu fais fi et tu fais le gros dos. C'est malveillant pour ces 5 pays. La Côte d'Ivoire dont on vous parlait, je salue le président Faure pour sa présence la dernière fois. Ça montre à suffisance que la Côte d'Ivoire a pris la bonne leçon. Et on ne va pas les vouloir pour ça. Si d'autres font 4, d'autres vont vouloir faire 3. Lorsqu'il aura à faire 5, d'autres vont faire 4. C'est ça. Et ça fait mal à tout le monde en son fin fond intérieur. Cachons-nous les vérités pour qu'on puisse changer en Afrique. Et j'invite la France. Ce n'est pas parce que vous avez mis des institutions, vous avez détruit la Côte d'Ivoire sous peut-être que vous avez mis des entreprises qui reconstruisent. Donc, vous voulez toujours garder votre manne en garantie et manipuler les élites. Merci. Franchement, c'est dommage. Merci, Komi. J'espère que les auditeurs ont compris ce que vous avez voulu dire dans votre ironie. Oui, bonjour l'ami. Oui, bonjour monsieur. Oui.
Oui, c'est M. Kofi, je vous appelle d'Abracelo. Oui. Je voulais un peu revenir sur l'affaire de pétrole 2. Diminuez un peu le volume de votre poste. Ok, maintenant, je crois que maintenant ça va. Ok. Donc, je voudrais revenir sur l'affaire de pétrole 2. D'abord, je voudrais remercier tous les journalistes, y compris notre ami Ambroise. Et je vous dis que le 12 août, ça sera la victoire de la presse sénégalaise. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Un clin d'œil à nos partenaires et nous venons faire le résumé de tout ce que les amis ont partagé avec nous. 93.5 Canal FM. Merci pour clore ces débats. Michel Tchadja, vous avez été cité par plusieurs auditeurs. Oui, je pense que c'est... En tout cas, j'ai retenu seulement en tout cas l'interpellation d'un seul auditeur qui me demande pourquoi je dis que le peuple malien, ce n'est pas n'importe quel peuple, de même que le peuple ivoirien. Je pense que quelqu'un a déjà répondu, mais je vais essayer de lui répondre. Je pense qu'il dit que nous mélangeons lorsque nous tenons de ces gens. C'est lui-même qui se mélange, parce qu'il faut qu'il comprenne une chose. Je suis lucide dans ce que je dis. Je dis le peuple malien n'est pas n'importe quel peuple. Je me rappelle comment Moussa Traoré est parti dans les années 90. Et c'est un peuple qui est déterminé. Et je le lis actuellement du fait que depuis, je pense, près de 2 ans, l'autorité morale qui est à la tête de cette contestation a remporté beaucoup de victoires vis-à-vis de Ibeka. Ça veut dire quelque part que les opposants, la société civile, le fait qu'ils soient soudés par rapport à cette situation politique, parce que je ne vais pas revenir sur les griefs qu'on est en train de porter contre Ibeka, mais c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le fait que la Cour constitutionnelle ait vraiment donné gagnant certains que la CENI avait préalablement donné. Alors, Michel, si vous parlez du peuple malien qui est déterminé, alors un peu pour venir sur le Togo, est-ce que vous voulez relever que les Togolais ne sont pas aussi déterminés que leurs frères maliens? Non, mais puisque les mêmes problèmes se posent. Oui, et les résultats sont où? Les résultats sont où? Rappelez-vous chez nous ici, le FRAC, le CST, je ne sais pas combien de mouvements, code 1, code 2, le phare, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Est-ce que ici on a réussi? C'est pourquoi je le dis, ils sont différents parce que ici, il n'y a personne qui veut être derrière pour donner la responsabilité à quelqu'un de mener le combat. Ils se réunissent aujourd'hui, demain matin, c'est les injures, c'est les coups bas et ils se disputent. Et chaque fois, pourquoi les gens votent massivement le parti au pouvoir? Parce que les gens ont compris que derrière tout ça là, c'est des affaires pour que certains vivent. Merci. Pour la Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes nombreux. Non, pour la Côte d'Ivoire. Il faut que je donne aussi rapidement. Pour que je donne ma position. Pourquoi je dis. Allez-y en 30 secondes. Pourquoi je dis que Alassane Ouattara, Gbagbo était légalement élu et on sait comment on l'a chassé du pouvoir pour mettre Alassane Ouattara. Tout le monde se rappelle. Et aujourd'hui, ce monsieur qui se présentait comme quelqu'un de clean, un démocrate, qui vienne, qui fasse 2 mandats, et après, il a dit, Urbi et Torbi, que je ne me représenterai plus. Quand même la Constitution, aujourd'hui, le lui permet. C'est quelqu'un de 78 ans, si je ne me trompe pas. Quand même, quand quelqu'un comme ça parle, mais il faut quand même le croire. Merci. Bon, Michel a un peu pris de votre temps. Vous allez devoir être un peu plus bref. On va commencer par Ambroise. Donc, on va subir ça. Oui. C'est un sujet qu'on n'a pas traité, non? Non, en fait, 30 secondes. Donc, moi, j'ai un 45 secondes. J'ai un sujet par rapport aux enfants du CESTAF. C'est ça qu'on appelle? La dépravation des mœurs dans les lieux. Moi, je pense que... Moi, j'en appelle aux autorités de faire tout pour libérer ces enfants. Parce que c'est vrai qu'on était vraiment émus face à ce comportement vraiment de hors pair. Mais je me dis que les enfants de 14 à 16 ans, dans la physiologie, arrivent à un moment donné,
ils rentrent dans une zone de turbulence. Sauf ceux-là qui ont au-delà de 20 ans, je crois qu'il faut leur corriger et les libérer. Donc vous demandez un peu d'indulgence. Et maintenant, que le bâton revienne dans les établissements scolaires. Je répète ça. Le bâton est tout ce que j'ai publié. Les gens m'ont applaudi, les gens m'ont appelé. Mais est-ce que ce n'est pas le début du bâton que le gouvernement commence à brandir? Oui, je salue ça. Mais que ce bâton-là revienne physiquement comme ça dans les établissements. Merci. Le même sujet de sextape, ça fait l'objet également d'un article chez vous, Jean Le Grand Polori. Oui, où nous avons dit, quand les loups sont écœurés de voir qu'ils n'ont pas des agneaux comme descendants. C'est un peu l'article que nous avons fait pour dire que... Encore une fois le titre. Quand les loups sont écœurés de ne pas avoir des agneaux pour descendants. Ah. Un loup... Il y a beaucoup d'ironie aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ironie. Ceux qui doivent comprendre, comprendront ce que nous sommes en train de dire à travers cet article. Vous voyez, lorsque on a aujourd'hui... Je voudrais d'abord dire que on enseigne ce qu'on connaît, mais on transmet ce que l'on est. C'est profond et je sais que les gens comprendront. Quand aujourd'hui, c'est pour dire que quoi? On doit être modèle avant de réclamer quelque chose à certaines personnes. Les jeunes d'aujourd'hui ont vu une société dépravée. Beaucoup de proches des sommités se sont permis beaucoup de choses. Ils n'ont été inquiétés en rien. On a des leaders qui ont fait des bêtises. Côté sexuel, on ne les a pas arrêtés. Mais aujourd'hui, dès que ces jeunes-là aussi ont copié, on les boucle, on les enferme, on exerce une certaine pression sur eux. Regardez, on est en train de faire des rebelles en même temps. Merci. Quand les loups sont fâchés de n'avoir pas des agneaux pour descendants. Et là, Mati Jobé? Non, encore une fois, j'ai écouté les auditeurs les uns les autres sur les sujets connexes, même à l'international. Donc je crois qu'en toute humilité qu'il faut vraiment qu'on puisse œuvrer à l'amélioration ou à la réforme au sein de la CEDEAO pour une meilleure gouvernance de nos pays. Et également un article que vous avez fait, vous annoncez 2 nouveaux manuels de civisme, parce que l'incivisme vraiment devient la mode chez nous ici. Vivement que ces 2 manuels sortent et qu'on en débatte prochainement. Magloire? Oui, nous également à notre niveau, nous avons fait un papier sur... en tout cas, nous sommes revenus sur les obsèques de celui qui convient d'appeler désormais l'ex ou l'ancien premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. On a vu que le chef de l'État togolais y était avec sa délégation. C'est une très belle chose parce que ça témoigne la solidarité du peuple togolais au peuple ivoirien qui vient de perdre un grand homme. Mais nous disons que cette solidarité-là doit être permanente, c'est-à-dire que très bientôt, dans les prochains jours, le Togo attend d'enterrer ces 2 premiers ministres. Alors nous disons dans notre papier que il est temps que Faure Gnassingbé fasse également ce même déplacement pour honorer ceux-là qui sont ses propres premiers ministres. Frissez pas votre carton, juste le carton et le destinataire. Je n'ai pas de carton. Merci de passer, Michel Tadja. Non, je n'ai pas de carton, mais je voulais dire tout simplement que par rapport à mon frère Magloire, par rapport à l'article, je viens d'avoir une dépêche qui dit que l'audit a eu lieu, mais c'est le mouvement en tout cas la situation de Covid qui a fait que ça n'a pas encore été rendu public. Ça n'a pas encore été rendu public et que les mouvements ne sont pas encore Merci. Jean Le Grand Polori, juste le carton? Non, pas de carton. Juste pour dire aujourd'hui aux dirigeants de la sous-région ouest-africaine de revoir leur gouvernance parce qu'avec cette nouvelle décennie qui commence, les peuples ne se laisseront plus faire. Merci, Ambroise. J'ai pas de carton. Merci. Et l'homme Antichokbe? Carton vert à tous nos lecteurs. Carton vert à vous qui nous écoutez, qui co-animez avec nous. Bon appétit. Rendez-vous demain vendredi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Mais d'ici là, chaque jour, célébrons la vie. Très bientôt, dans les prochains jours, le Togo attend d'enterrer ces 2 premiers ministres. Alors nous disons dans notre papier qu'il est temps que Faure Gnassingbé fasse également ce même déplacement pour honorer ceux-là qui sont... Merci, nous verrons en temps opportun. Finissez pas votre carton, juste le carton et le destinataire. Je n'ai pas de carton. Merci de passer, Michel Tadja. Non, je n'ai pas de carton, mais je voulais dire tout simplement que par rapport à mon frère Magloire, par rapport à l'article, je viens d'avoir une dépêche qui dit que l'audit a eu lieu, mais c'est le mouvement en tout cas la situation de Covid qui a fait que
Ça n'a pas encore été entre rendu Sani public. Yaya et le tiers. Ça n'a pas encore été rendu public et que les mouvements ne sont pas encore. Merci. Jean Legrand pour le riz, juste le carton. Non, pas de carton, juste pour dire aujourd'hui aux dirigeants de la sous-région est-africaine de revoir le gouvernement parce qu'avec cette nouvelle décennie qui commence, les peuples, monsieur, ne seront plus faits. Merci, Ambroise. J'ai pas de carton. Merci. Et l'homme Mati Chokwe. Carton vert à tous nos lecteurs. Carton vert à vous qui nous écoutez, qui co-animez avec nous. Bon appétit. Rendez-vous demain vendredi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Mais d'ici là, chaque jour, célébrons la vie. Inch'Allah.